Bonjour à tous et bienvenue dans cette 62e revue d'actualité. Le programme est très chargé, Armel. Alors il faut que vous vous abonniez à cette chaîne, vous commentiez et que vous partagiez cette vidéo à un ami. Oui. Un ami, parce que le programme est chargé, comme je vous ai dit. Ou pas d'amis. Au programme aujourd'hui, le Pfizergate, Sophie Petronin qui est repartie au Mali, on ne sait pas pourquoi, mais on a notre petite idée. La publicité hallucinante de la Commission européenne sur le hijab. Ensuite, on verra pourquoi c'est une intox, l'info qui est passée hier sur les inégalités salariales entre les hommes et les femmes. Et enfin, on verra le meurtre de cet ancien parachutiste à Montauban. C'est parti. Alors, Baudouin, dans la vie, il y a les bons et les mauvais complots. Donc, par exemple, expliquer que les femmes sont payées 16% de moins que les hommes à travail égal, ou bien que les blancs sont forcément systémiquement racistes, ça c'est ce qu'on appelle des bons complots. Dire par contre que le virus dont on ne doit pas prononcer le nom est le fruit d'une expérimentation dans un laboratoire, ou que certains labos ont pris un peu à la légère la phase expérimentale pour finaliser leur vaccin le plus vite possible, bah ça sont des mauvais complots. Mauvais complots. Mais alors qu'est-ce qui les sépare? Eh bien c'est très simple. Dans un cas, les médias l'ont validé, dans l'autre non. Donc si on reprend notre avant-dernier exemple, quant à l'origine du virus, les médias commencent petit à petit à reconnaître que les laboratoires auraient peut-être, potentiellement, probablement manipulé des coronavirus au-delà de ce qui était permis. Cette info est donc en passe de devenir un bon complot. Oui, mais le coût des essais cliniques, c'est bien un mauvais complot. Eh bien, figurez-vous que contre toute attente, il semblerait que Pfizer soit bel et bien passé outre certains principes déontologiques. Ils auraient en effet falsifié des données issues de leurs essais cliniques. C'est en tout cas ce qu'avance le British Medical Journal. À l'origine, une lanceuse d'alerte, Brooke Jackson, l'ex-directrice régionale d'un sous-traitant de Pfizer. Elle était directement impliquée dans le processus expérimental et a fait remonter à sa hiérarchie les nombreux problèmes constatés. Manque de bol, elle a été licenciée par son employeur, d'après elle, pour la première fois en 20 ans de carrière. Alors ça veut pas dire que Pfizer essaie de nous stériliser ou de nous transformer en bande 5G, ni que la technologie ARN n'est pas fiable ou qu'elle doit être abandonnée. Toutefois, si l'on s'en tient à l'enquête réalisée par le BMJ, on peut s'interroger sur les précautions prises par certains laboratoires. Il est possible que les exigences de rentabilité et la pression des investisseurs poussent certains fabricants de vaccins à se précipiter pour proposer le plus rapidement possible leurs produits au marché. Mais en même temps, les laboratoires ne sont pas en situation de monopole. Ils sont exposés à la concurrence, la logique de rentabilité les pousse donc également à produire le meilleur produit possible. Comme toujours, rien n'est blanc ou noir, c'est une affaire de nuances. Deuxième actualité de la semaine, la Commission européenne a diffusé une campagne contre les discriminations avec cette affiche sur le hijab qui nous explique que la beauté est dans la diversité, comme la liberté est dans le hijab. Cette publicité a indigné de droite jusqu'à gauche, mais pourquoi elle pose problème? Eh bien pour pas mal de raisons. Parce que si porter un voile est un droit en France ou en Europe, il véhicule une vision du monde, une vision de la femme et de son rôle. Alors, on l'a vu pas plus tard que la semaine dernière, Rachida, et pas Karima, je m'en excuse devant tout le monde, c'était honteux. Eh bien Rachida a payé très cher le fait d'avoir enlevé son voile, ne serait-ce que symboliquement. Le hijab véhicule également une religion et plus largement une civilisation, puisqu'il est un marqueur culturel et identitaire du monde musulman. C'est pas un gros mot, c'est un fait. Si je porte une cravate, c'est certes un accessoire occidental, mais ça ne dit rien de ma religion. Ouais, mais alors après, tu te doutes bien que la Commission européenne ne va pas prendre parti contre le voile. Non, ce n'est pas ce qu'on lui demande, mais en tout cas, elle a pris parti pour. Mais au-delà de ça, la Commission européenne est, rappelons-le, l'organe exécutif, non élu et technocratique, précisons-le, de l'Union européenne. Très schématiquement, la Commission est à l'UE ce qu'un gouvernement est à un État. Ainsi, quand la Commission affiche son enthousiasme et consacre le port du voile, elle envoie un signe très fort. Parce que la Commission explique que ce n'est pas une marque d'oppression parce que la religion l'imposerait, mais parce que les femmes qui le porteraient seraient discriminées. Ah oui. Alors on a aussi eu le droit au classique « Comme le monde serait ennuyeux si tout le monde se ressemblait ». Ouais, ça c'est le grand slogan, c'est un mensonge qu'on nous ressasse depuis des décennies et c'est l'occasion de le décrypter très simplement en rappelant que l'Europe compte à peu près tous les paysages présents sur Terre, si ce n'est la forêt tropicale, les déserts de dunes et la banquise, quoique dans les pays nordiques on en trouve. Faut-il aussi rappeler qu'en Europe vous trouvez 5 religions et toutes leurs ramifications, dont 25 millions de musulmans dont une partie est présente en Europe depuis des siècles, en Albanie, en Bosnie, en Bulgarie. Faut-il rappeler qu'on trouve plus de 24 langues officielles et des milliers de dialectes, alors que la Commission commence par protéger cette immense richesse de diversité avant de nous proposer le hijab. Dis à toi Raphaël. Marinière un jour, marinière toujours. C'est le retour de la team marinière à grosse bande. Hop, la passation de relais. Bien, bonsoir. Clac, ça part. Vous ne vous êtes pas encore débarrassé de moi? Pour cette 4e actu de la semaine, Raphaël, pas besoin d'être au Mali pour se faire tuer quand on est un militaire ou un ancien militaire. Créolisation.
En effet, Baudouin, calme-toi Armel. La troisième actualité de la semaine, c'est en effet la mort d'un ancien militaire à Montauban. Dans la nuit de vendredi à samedi, l'ancien caporal-chef Emmanuel Cueff a été agressé sur le parking d'un restaurant, et ce, devant sa femme. Il est décédé dimanche des suites de ses blessures, sa tête ayant cogné violemment le sol. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce qui s'est passé dans les faits? Tout à fait. Alors, les circonstances exactes pour l'instant sont encore assez floues, on n'a pas d'éléments, il n'y avait pas de caméra de surveillance sur le parking en question. Éric Piolle? Alors, Non, c'est à Montauban. Ouais, c'est un autre sujet. Mais ce que l'on sait, c'est qu'il y aurait eu une altercation dans le restaurant et que le couple en fait aurait essayé de s'enfuir et aurait été rattrapé sur le parking. Là, les témoignages diffèrent. Certains évoquent plusieurs individus, tandis que sa femme, pour le coup, n'évoque qu'un seul agresseur responsable des coups que son mari aurait subis. Alors que le sujet de l'ensauvagement est de plus en plus évoqué, le décès tragique de cet ancien militaire est un symbole tristement fort. D'ailleurs, ça nous rappelle le meurtre d'Adrien Pérez à Grenoble, alors qu'il sortait d'une boîte de nuit. Effectivement. Et cet ancien militaire, il était engagé dans le BTP depuis son retour à la vie civile. Le caporal-chef, il avait servi durant 17 ans dans l'armée de terre. Les messages de soutien d'ailleurs continuent d'affluer de ses camarades, notamment du 17e régiment de génie parachutiste, mais aussi du milieu politique. Une cagnotte a d'ailleurs été ouverte sur Litchi pour soutenir sa femme et ses 2 enfants. On vous met le lien dans la description. Baudouin, c'est le moment ou jamais de fermer sa gueule à la gauche et d'embaucher des femmes et faire preuve d'égalitarisme. Mais pourquoi, mec? Parce qu'à partir de maintenant, elle travaille gratuitement, mec. Et... Ah oui, mais oui, bien sûr. Alors, ça va faire tout de suite un peu moins féministe que ma première news, mais c'est un marronnier chaque année. À l'unisson, les médias publient cette date à cette période de l'année. Là, c'était le 3 novembre, hier. Les femmes travailleraient bénévolement. Parce qu'elles gagneraient 15% de moins que les hommes en moyenne. C'est évidemment symbolique, mais ce qui est amusant, c'est que ça fait des années que tous les médias reprennent mot pour mot les chiffres et les éléments de langage d'une newsletter du média Les Glorieuses, un média féministe très à gauche. Sur leur site, il est question de genre, de race et de révolution contre le patriarcat. Ce qu'avancent les Glorieuses, ce sont quand même des chiffres d'Eurostat, c'est qu'en prenant tous les hommes et les femmes actifs à temps plein, vous comparez leur niveau de revenu et vous arrivez à une différence de 16,5. Si vous comptez aussi les temps partiels, l'écart est encore plus large. Pourtant, il est obligatoire de payer les femmes autant que les hommes. C'est dans la loi et cela concerne toutes les entreprises et tous les secteurs. Alors, une étude de 2020 de l'INSEE prend un peu à contre-pied cette croyance. Ce qui crée cet écart, ce n'est pas que les patrons seraient misogynes, mais que les femmes travaillent dans des secteurs moins rémunérateurs que les hommes. Elles sont aides-soignantes, aides à domicile, caissières, infirmières, parce qu'on y retrouve majoritairement des femmes. Elles occupent beaucoup moins de fonctions de direction, il y a en effet moins de patrons femmes, et également elles occupent des métiers moins variés. Elles sont par exemple 40% à travailler dans les 20 premiers métiers occupés le plus par des femmes. Alors ce que proposent les féministes, c'est de revaloriser les salaires dans ces professions. Alors pourquoi pas, mais ce qui ne changerait pas, c'est que l'une des causes principales de cet écart de salaire, et ce qui concerne toutes les femmes à tous les niveaux, ce sont les enfants. Les femmes sont encore nombreuses à prendre quelques années pour se consacrer à leurs enfants, ou à s'occuper, exactement, ou à s'occuper de leurs enfants dans la semaine. Elles font moins d'heures supplémentaires pour plus se consacrer à eux. Ce qui nous a permis en fait de grandir à leur côté. Elles ont pu mieux nous éduquer et nous donner plus d'amour. Et Dieu sait que ça compte dans le développement d'un enfant. Mais du coup, leur carrière avance moins vite et leur niveau d'expérience est moins bon. Ce que les féministes ne conçoivent pas trop, c'est que les femmes choisissent encore trop de s'occuper de leur famille plutôt que de reprendre tout de suite un emploi après avoir eu un enfant. C'est marrant, c'est assez capitaliste comme argument. Ouais, grave. Elles considèrent donc que cet investissement des femmes pour leur famille est un déséquilibre entre les sexes. Bon bah alors, islam un jour, islam toujours, On va parler des aventures de Sophie Petronin. Est-ce qu'on n'aurait pas trouvé une illustration parfaite du syndrome de Stockholm? Je m'explique. En septembre 2016, une volontaire humanitaire, Sophie Petronin, se faisait capturer dans la ville de Gao au Mali par un groupe salafiste lié à l'État islamique. Coup dur. Mais pourquoi ils l'ont pas tué? Eh bien en fait, la France mène au Mali depuis 2014 une guerre à l'État islamique. C'est la fameuse opération Barkhane. Capturer un otage français, c'est donc une aubaine pour ces groupes puisque cela leur permet de l'échanger ensuite contre des informations stratégiques ou bien des combattants prisonniers. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien en 2018, alors qu'elle est toujours en captivité, elle apparaît dans une vidéo dans laquelle elle s'adresse au président Macron pour, je cite, lui rappeler qu'il avait pris l'engagement de protéger tous les Français. Or, si ma mémoire est bonne, j'ai un passeport français et je suis né en France. Puis elle d'ajouter, d'otage oublié, je vais basculer à otage sacrifié.
Alors ce qui est intéressant, c'est que les altermondialistes qui viennent de partout et de nulle part se rappellent tout d'un coup leurs racines quand ils ont besoin de nous, hein, ça c'est toujours intéressant. Mais dès lors, son fils Sébastien Pétronin a agité l'actualité à grands coups de déclarations et d'adresses choc au président de la République, qui l'a accusé, je cite, de lui manifester le même mépris que celui qu'il a affiché aux Gilets jaunes. Finalement, Macron a-t-il agi à l'époque? Eh bien oui, puisque le 8 octobre 2020, elle est officiellement relâchée par le groupe État islamique au Mali. Ah, donc les islamistes nous ont fait une fleur? Alors, ils sont particulièrement altruistes, mais pas à ce point-là, puisque en même temps, environ 200 soldats du groupe État islamique au Mali ont été libérés. La corrélation n'est pas officiellement établie, mais partant du principe que les islamistes n'allaient pas laisser filer une si précieuse monnaie d'échange, on peut imaginer sans peine que les deux étaient liés. Mais du coup, en quoi ça pose le problème qu'elle y retourne maintenant? Eh ben, on a libéré 200 djihadistes pour la sauver. Des djihadistes qui ont sans doute perpétré davantage d'exactions contre les civils maliens et nos militaires. Si elle se fait capturer et que la France veut la sauver sans libérer de prisonniers, alors elle devra envoyer un commando pour la sauver. Et à ce sujet, on pense évidemment à Cédric de Pierrepont et Alain Beloncello, tués alors qu'ils sauvaient un otage au Burkina Faso en 2019. Alors, nos soldats acceptent de mettre leur vie en jeu. C'est le deal pour tout militaire. Mais ces vies, ce sont aussi celles de pères de famille, d'époux, de frères que leurs familles souhaitent voir revenir. On espère donc que Sophie Pétronin ne causera pas davantage de dégâts. À ce sujet, elle a été retrouvée, donc pour l'instant tout va bien. Merci à tous d'avoir regardé cette revue d'actualité. On vous dit quoi? À la semaine prochaine? Ouais, allez. À moins qu'on se soit fait vacciner d'ici là. Ah non, moi c'est déjà fait. Allez, merci à tous, à la semaine prochaine.